C'était une période formidable pour l'Empire romain d'Occident. Après des décennies de défaites, de désastres et de chaos total, il semblait que l'étoile des Romains d'Occident était à nouveau en train de s'élever. En l'espace de seulement 2 ans, le héroïque empereur d'Occident Magorian, avec l'aide de 6 généraux très compétents, Népotien, Égidius et Marcellin, avait réussi à presque restaurer l'Empire romain d'Occident. Cependant, bien sûr, la conquête n'était pas encore terminée. Magorien savait qu'il ne pourrait y avoir une véritable paix durable dans l'hémisphère occidental romain que si la menace des Vandales était vaincue une fois pour toutes. De la même manière que les Romains savaient 700 ans plus tôt que Rome devrait conquérir l'Afrique punique si elle voulait dominer la Méditerranée, de la même manière Magorien savait que le royaume vandale devrait être complètement écrasé et réincorporé dans l'Empire romain d'Occident en tant que province, comme il l'avait été seulement 25 ans plus tôt, si Rome voulait être libre. À cette fin, Magorian avait construit une immense flotte, la plus grande flotte que l'Empire romain d'Occident avait vue depuis des siècles. L'empereur Constantin avait pratiquement volé la flotte romaine occidentale et l'avait utilisée pour vaincre son rival Licinius lors de la bataille de l'Hellespont environ 140 ans avant l'époque de Magorian. Depuis lors, l'Occident s'est retrouvé sans flotte, car après cela, la flotte serait stationnée à Constantinople. Magorian avait changé cela. Sa nouvelle flotte massive, nouvellement construite, comprenait 300 navires de guerre, une taille jamais vue en Occident depuis les temps anciens, et après avoir reconquis de grandes parties de la Gaule et de l'Hispanie, il avait rassemblé sa flotte à Portus Ilicitanus, un ancien port romain près de la ville de Carthago Nova. Les nouvelles des succès exceptionnels de Magorian sont parvenues à la cour du roi vandale, Gaiseric, à Carthage, notamment la constitution d'une grande flotte, chose que Gaiseric n'avait jamais vu l'Empire romain d'Occident faire pendant tout son règne, et le fait que même les Wisigoths soient maintenant devenus fédérati de l'Empire romain d'Occident, avait rendu Gaiseric craintif des Romains pour la première fois. Ainsi, Gaiseric décida d'envoyer des émissaires à l'empereur à Carthago Nova. La première fois que Gaiseric faisait cela, ce qui montre à quel point il craignait désormais ce nouvel empire romain d'Occident puissant. Mais Magorian a refusé les conditions de Gaiseric et a renvoyé les envoyés. Il savait que, pour parvenir à une paix durable, le royaume des Vandales devait être complètement détruit et Gaiseric soit capturé ou tué. Gaiseric, après avoir reçu ses envoyés avec la nouvelle que l'empereur refusait les conditions de paix dans sa panique, ordonna de brûler la Maurétanie, car c'était la région où Gaiseric soupçonnait que Magorian débarquerait. Il espérait que cette stratégie de la terre brûlée ralentirait l'avancée de Magorian après avoir débarqué ses troupes. Pendant ce temps, depuis 458 ans avant Jésus-Christ, durant ces 2 années où Magorian avait remporté succès après succès, victoire après victoire, soumettant les Burgondes, les Suèves et même les féroces Wisigoths, tout ce temps, Ricimer avait été laissé en Italie. On ne peut qu'imaginer ce qui a dû lui traverser l'esprit en apprenant que son vieil ami était acclamé comme un nouveau Trajan, tandis que lui-même était assis sans rien faire en Italie et que personne ne l'acclamait. Les gens aimaient Magorian et non lui. La jalousie grandissait de plus en plus chaque jour. Ricimer, semble-t-il, ne se souciait pas de la restauration de l'Empire romain d'Occident. Ce qui lui importait le plus, c'était ses propres désirs égoïstes. Et donc, il a dû décider un jour que Magorian était sur son chemin. Ainsi, il commença à s'entourer d'autres personnes critiques envers le nouvel empereur, d'autres mécontents des nombreuses réformes de l'empereur, de ses nombreuses nouvelles lois ciblant la corruption, de ces lois conçues pour mettre fin à la corruption même qui avait affaibli l'État romain occidental. De nombreux aristocrates et sénateurs riches ont profité pendant des décennies de cette corruption, du système romain injuste, de l'exploitation des classes inférieures, et donc ils étaient très mécontents de ce nouvel empereur ambitieux. L'ancienne vertu des Romains avait tellement décliné qu'une grande partie de l'aristocratie se souciait davantage de leur richesse immédiate que de la gloire de Rome. Et ainsi, Ricimer a commencé à s'entourer de telles personnes et ils ont passé leur temps ensemble. Pendant ce temps en Afrique, selon l'historien Procope de Césarée, qui a écrit sur Magorian environ 70 ans plus tard, vers 530 après Jésus-Christ, Magorian voulait rassembler des informations sur la force des Vandales.
À cette fin, il teignit ses cheveux et se déguisa en envoyé pour aller rencontrer Genseric lui-même à Carthage. Nous pouvons être assez sûrs que c'était probablement une légende, mais il pourrait y avoir un grain de vérité dedans, dans la mesure où cela montre avec quel grand soin l'empereur planifiait l'invasion de l'Afrique, ce jour J, de la fin de l'Antiquité. Alors que l'empereur se préparait encore pour l'invasion, toute sa flotte était stationnée à Portus Illicitanus et possiblement à Elche, près de Carthago Nova. Alors que Genseric pensait que Majorien débarquerait en Mauritanie, il y a des indications que, en réalité, il voulait d'abord débarquer en Sicile et rencontrer Marcellinus de Dalmatie. Seules flottes et armées romaines unies débarqueraient alors quelque part, probablement là où Genseric ne s'y attendait pas, afin de surprendre et déconcerter l'ennemi vandale et les prendre totalement au dépourvu. C'était en août de 460 après Jésus-Christ. Nous ne savons pas exactement où Majorien se trouvait à ce moment-là ni ce qu'il faisait exactement, mais c'est à ce moment que le destin se retournera désormais contre les Romains. Nous avons plusieurs sources concernant ce qui s'est passé ensuite, mais elles sont toutes assez floues. Priscus de Panium et Jean d'Antioche ont simplement écrit que la flotte romaine a été détruite par les Vandales, peut-être lors d'une attaque surprise. Udasius, cependant, a écrit que ce sont des traîtres qui ont incendié la flotte. Et c'est quelque chose que nous pouvons facilement imaginer, car nous savons que l'armée de Majorien était composée entièrement de mercenaires barbares, donc leur allégeance n'était pas tant à la gloire de Rome, mais plutôt à la gloire de Coïne, et souvent à leur propre tribu germanique. Car la puissance de combat des Romains eux-mêmes s'était tellement détériorée qu'il n'y avait plus beaucoup de Romains combattants dans l'armée romaine elle-même. Il est donc tout à fait concevable que certains éléments de cette armée principalement barbare aient pu être soudoyés par les Vandales. Genseric, riche du butin de son sac de Rome quelques années auparavant, possédait certainement la monnaie nécessaire pour corrompre presque tout le monde, sauf les plus fervents croyants en la gloire de Rome. Et il y avait en ces temps-là, malheureusement, peu d'entre eux qui partageaient cette vision idéaliste avec l'empereur. Mis à part les Vandales, les Wisigoths auraient également pu être à l'origine de cette trahison et même Ricimer lui-même a été suspecté par certains historiens, bien que je doive dire que cette dernière possibilité semble peu plausible, malgré le fait que Ricimer était un personnage très discutable. Selon moi, les Vandales étaient probablement les coupables. Et ainsi, alors que l'empereur n'était apparemment pas directement présent sur les lieux, peut-être pas trop loin, occupé avec ses préparatifs, des traîtres auraient pu incendier la flotte la nuit, avant même qu'elle ne soit embarquée avec des soldats et des provisions. Et ainsi, en un seul coup, en une action furtive, les espoirs des Romains se sont envolés en flammes. Ainsi brûlait cette nouvelle armada romaine occidentale avant même qu'elle ne puisse entreprendre ce pourquoi elle était construite. Nous ne savons pas ce qui est passé par l'esprit de l'empereur lorsqu'il a entendu parler de la catastrophe, et ce qu'il a dit ou pensé lorsqu'il l'a très probablement vu plus tard de ses propres yeux. Toutes ces préparations détruites de manière si peu glorieuse. Cela a dû être un coup brutal pour ce personnage héroïque qui avait presque réussi à devenir un second Aurélien. Il était si près d'être appelé Restitutor Orbis, comme Aurélien avant lui. Mais maintenant, tout est parti en fumée. C'était la première grosse erreur de Majorien. Il avait sous-estimé la déloyauté de ces mercenaires barbares et la ruse extrême de Genseric. Il était peut-être devenu un peu trop sûr de lui après ses dernières années de victoire permanente. C'est parfois le destin des personnages qui s'élève trop haut trop rapidement. Et ainsi, il a été contraint de signer un traité de paix probablement humiliant avec le roi Vandale. Et une fois de plus, par pure ruse, Genseric était sorti vainqueur, comme il l'avait fait maintes fois depuis qu'il avait traversé l'Afrique avec ses Vandales plus de 30 ans auparavant. Les Romains avaient sous-estimé la cruauté de Genseric à maintes reprises, et ils le feraient encore une fois le 21 avril 1984 lors du débarquement raté du Cap Bon. Ce que Majorien a fait immédiatement après, nous ne le savons pas. Il aurait peut-être pu rester en Espagne quelques mois de plus. Il a gardé son armée, et à un moment donné, il est revenu à Arles, dans la ville même où ses victoires avaient commencé plus de 2 ans auparavant. Mais cette fois,
Son humeur était vraiment bien pire que lorsque le destin était encore de son côté. Nous savons cependant que Majorien est probablement arrivé à Arles au début de l'année 461. Sidonius Apollinatus, qui a écrit un panégyrique étendu pour l'empereur, était également présent dans cette ville lorsque l'empereur est arrivé. Nous avons un morceau d'écriture assez intéressant de Sidonius lui-même, dans lequel il écrit à propos d'un banquet auquel ont assisté Majorien, Sidonius et quelques nobles gallo-romains. De manière remarquable, rien d'important n'a été prononcé lors de ce banquet, et il semble que la lourde défaite contre les Vandales n'ait pas terni la réputation de l'empereur, ni réussi à diminuer l'amour des Gallo-Romains envers ce noble empereur. L'empereur était soi-disant même de bonne humeur, souriant et plaisantant. On peut supposer que cela faisait partie du style panégyrique présentant l'empereur sous un jour positif. Même si Majorien était de bonne humeur pendant ce banquet, nous pouvons être assez sûrs que ce n'était qu'une façade. Majorien était probablement très malheureux et triste, mais il ne voulait pas le montrer. Et en effet, dans une lettre de Sidoine Apollinaire, il a écrit qu'après la fin du banquet, le visage de l'empereur commença à pâlir. Il a presque gelé, comme se souvenait Sidonius, comme si l'ordre avait été donné d'étendre son cou vers l'épée tirée de l'exécuteur, dans les mots mêmes de Sidoine Apollinaire. Sidonius a également mentionné que Majorien aurait apparemment assisté au jeu dans l'arène d'Arilat. Le type de jeu n'est pas précisé, mais comme les jeux gladiatoires avaient été abolis quelques années plus tôt, nous pouvons supposer qu'il devait s'agir de jeux vénatoires, où les vénators, les chasseurs d'animaux, chassaient et tuaient des bêtes sauvages. Un spectacle à peine moins sanglant, qui se terminait trop souvent également mal pour les vénators eux-mêmes. Un spectacle brutal qui était encore pratiqué au Colisée de Rome, même 70 ans plus tard, dans le royaume de Théodoric. Majorien assistait à ces jeux, et comme il était un traditionnaliste qui voulait restaurer la gloire de Rome, il savait combien les traditions étaient importantes, même les plus brutales. À un moment donné de l'été 461, Majorien décida de quitter Arilat, et maintenant sa deuxième grande erreur allait suivre. Il a dissous son armée barbare qu'il avait recrutée 2 ans et demi plus tôt dans le nord de l'Italie. Cela nous indique qu'il n'avait aucune connaissance des intrigues de Ricimer. Il aurait en effet pu être tout à fait ignorant des plans traîtres de Ricimer, ce qui est très surprenant pour nous, mais il est toujours facile de juger quelqu'un avec le recul. Ricimer aurait peut-être été très doué pour dissimuler ses véritables intentions. Un personnage possiblement aussi brutal, impitoyable, égoïste, avide et rusé que Gesric lui-même. Comment Majorien a pu faire une telle erreur nous échappe, mais cela prouve que même les plus grands commettent des erreurs. La façade de Ricimer devait être parfaite. Majorien devait vraiment croire qu'il n'avait rien à craindre de son supposé vieil ami, avec qui il avait renversé l'empereur précédent Avitus, et avec qui il avait servi ensemble sous Aetius. Et ainsi, il ne garda que quelques gardes du corps personnel avec qui il voyagea d'Arles à l'Italie, et de manière fascinante, il ne se dirigeait pas vers Ravenne, mais vers Rome, selon Idacius. Il semble qu'il avait prévu de résider à Rome, comme Valentinien III et Avitus avant lui, faisant de Rome une fois de plus le siège de l'empereur, chose que les empereurs suivants feront également, tels qu'Anthemius ou Olybrius. En effet, à cette époque, Rome était de nouveau la capitale de cet empire romain d'Occident mourant. Et Majorien avait l'intention de rester là et, selon Idacius, même de promulguer certaines lois et réformes et de poursuivre sa restauration de l'empire romain d'Occident, malgré son revers contre les Vandales. C'est donc au début du mois d'août 1461 que Ricimer intercepte l'empereur dans la ville de Tertuna, aujourd'hui Tortona en Ligurie, pendant que l'empereur traversait cette ville pour se rendre à Rome. Nous pouvons être assez sûrs que, tandis que Majorien n'avait que quelques gardes du corps, Ricimer est apparu avec une armée considérable. Comment exactement Ricimer savait où Majorien se trouvait, et comment l'intercepter à nouveau montre que les espions et les personnes traîtres abondaient. Ces jours-ci, prêts à révéler n'importe quelle information et à accomplir n'importe quel acte qui aiderait à détruire l'État romain en échange de pièces. À de telles lois étaient tombés les anciens idéaux de Rome que 16 propres habitants souhaitaient la voir mourir. Majorien a été fait prisonnier, probablement battu et jeté dans un cachot, car il n'a pas été exécuté immédiatement.
2 jours plus tard, l'empereur fut décapité près de la rivière Ira, probablement l'actuelle rivière Scrivia. Que Ricimé regardait ou non, nous ne le savons pas. Mais en jugeant son caractère, cela aurait très bien pu être le cas. Et ainsi s'est terminée la vie du noble empereur majorien. Un personnage qui, comme l'écrivait Gibbon, était soucieux de protéger les monuments de ces époques où il aurait voulu et mérité de vivre. En effet, Majorien est né à une époque où l'État romain occidental était tombé si bas que même lui ne pouvait plus le sauver. La corruption était trop profonde, l'injustice du système judiciaire trop répandue, les classes inférieures exploitées par les riches, des traîtres partout, et nous avons vu que le seul grand défaut de caractère de l'empereur était qu'il sous-estimait à quel point les lois du peuple de l'Empire étaient tombées, à quel point il était devenu corrompu. Sénateurs, aristocrates, les soldats, ils ne se souciaient plus de Rome. L'Empire romain était devenu une idée pour eux, indigne de préservation. Le plus grand défaut de Majorien était qu'il ne voyait pas cela ou qu'il ne voulait pas le voir. Il espérait que cette maladie pourrait encore être guérie par des réformes et des lois. Mais même le meilleur empereur ne peut pas avoir des oreilles et des yeux partout. Et ainsi la trahison frappa 2 fois. D'abord lorsque les traîtres incendièrent la flotte à Portus Ilicitanus, puis lorsque Ricimer l'intercepta. Et Ricimer a certainement trouvé de nombreux alliés dans ses complots contre l'empereur. Des alliés qui voulaient que ce réformateur disparaisse afin qu'ils puissent revenir à l'exploitation du système et s'enrichir eux-mêmes. Et avec Majorien, ainsi moururent les derniers espoirs de restauration complète de l'Empire romain d'Occident. Népotien, Aegidius et Marcellinus moururent tous peu de temps après lui, ses amis et commandants capables, sans l'aide desquels il n'aurait pas remporté ses nombreuses victoires. Et avec leur disparition, l'État romain occidental s'est désagrégé encore plus rapidement. Ainsi, seulement 15 ans après la mort de Majorien, le dernier empereur romain d'Occident de facto a été déposé et l'Empire d'Occident a cessé d'être un État indépendant, mais l'Italie est devenue une partie de l'Empire romain d'Orient, avec le siège de l'empereur à Constantinople et sous le règne du patrice germain Odoacre. Et que reste-t-il alors de l'héritage de Majorien? Lorsque l'évêque Enodius de Pavie a visité Tertona à la fin du 5e siècle, environ 30 ans après la triste fin de l'empereur, il a noté avec tristesse: il est très probable qu'Enodius faisait référence au mausolée de Majorien à Tertona, un mausolée qui était très modeste. En effet, il semble que les grands princes rencontrent souvent les pires fins, et j'espère qu'avec cette chaîne et avec cette série de vidéos très détaillées sur la vie de Majorien, peut-être qu'un peu de son héritage subsiste pour les générations futures. Ce n'est que récemment que les historiens ont commencé à reconnaître l'ampleur de la restauration de Majorien et à admettre que l'Empire romain d'Occident aurait pu être sauvé même jusqu'aux années 460, si l'histoire avait évolué différemment. J'espère pouvoir contribuer un peu à diffuser la connaissance de ce personnage très remarquable qui, comme l'a écrit Gibbon, aurait mérité de vivre à une époque meilleure et de voir Rome à son apogée. J'ai personnellement visité la tombe de Majorien à Tertona, car je voulais voir moi-même cette tombe modeste pour un prince aussi pieux. Il ne reste pas grand-chose de ce mausolée, qui a très probablement été construit à la hâte par les habitants de Tertona pour l'empereur qu'ils avaient aimé, et certainement pas construit par Ricimer. Le mausolée est attaché à une église, et seule une petite plaque indique que ce personnage héroïque a été enterré ici. On peut accéder au mausolée par l'arrière-cour, et l'intérieur du mausolée ne peut être atteint que par une porte de cave cachée, que des habitants sympathiques ont ouverte pour moi et ma femme, lorsque nous avons visité la tombe l'année dernière. Il n'y a pas grand-chose à voir là-bas, pas grand-chose qui indiquerait qu'un empereur romain d'Occident ait jamais été ici. Le sarcophage et toutes les décorations ont été enlevés depuis longtemps, car Tertona a été presque complètement détruite lors des guerres du Moyen-Âge, et le mausolée a alors peut-être été pillé et incendié. Et donc, il ne reste de Majorien que son souvenir, le souvenir de quelqu'un qui peut nous montrer que, malgré toutes les difficultés, nous pouvons encore essayer de réaliser l'impossible, et que si nous faisons assez d'efforts, nous pourrions même y parvenir.
Majorien restera toujours dans les mémoires. Et pour ne pas laisser cette vidéo se terminer de manière si triste, j'ai prévu une version alternative des événements, une fin heureuse alternative pour Majorien, dans laquelle sa campagne contre les Vandales aurait été couronnée de succès et dans laquelle il aurait vieilli et régné pendant de nombreuses années en tant qu'empereur d'un empire romain d'Occident restauré, dans lequel la flamme de Rome brillait à nouveau avec éclat. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de créer. Et maintenant, vous pouvez même commander l'unique bague de la chaîne Majorien, afin d'honorer le grand empereur Majorien à la mémoire duquel j'ai dédié cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, elle est merveilleusement faite à la main, et vous pouvez observer l'incroyable quantité de détails et de savoir-faire que les personnes incroyables de la boutique SPQR ont investi dans cette bague. Et vous pouvez en commander une en bronze et même en argent. Je me demande ce que Majorien dirait à cela s'il pouvait voir que sa mémoire brille encore vivement 1562 ans après sa mort. C'est un incontournable pour tous les vrais fans de Majorien. Et bien sûr, en bonus, cela aiderait grandement cette chaîne à diffuser le mot sur les héros de la fin de l'Empire romain. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une réduction de 10% sur chaque achat si vous saisissez le code de réduction Flavius Julius Valerius Majorianus. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos sur la fascinante époque de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur plateforme de financement participatif ou via l'adhésion YouTube, car la viabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne d'une manière ou d'une autre, que ce soit via plateforme de financement participatif, les abonnements YouTube, les dons paiement en ligne PayPal ou bien sûr simplement en regardant. C'est grâce à des personnes comme vous que le nom et l'héritage de Majorien continuent de briller si intensément si longtemps après sa mort. Merci beaucoup, mon ami. Et si vous voulez voir la première vidéo de cette trilogie sur Majorien, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Et vous pouvez regarder la deuxième vidéo de cette série dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias tibi ago et bene valete.